Là, on a vu l'art préhistorique et l'art médiéval. L'art médiéval avait pour but la pédagogie, pour apprendre aux gens. Et c'était des sujets bibliques. Or, dans ce chapitre 2, on va passer à la Renaissance. Et puis on va passer au classicisme avant d'arriver à l'impressionnisme. Donc, la transition de la Renaissance vers la Renaissance, il s'agit de la transformation de la langue écrite, de gothique à romaine. Donc là, par exemple, on a une enluminure, on a des lettres gothiques qui sont peut-être assez difficiles à lire. C'est du latin, hein, donc T-I-B-I, O-M-N-E-S, hein, Tibi omnes angeli. Euh, mais on peut reconnaître les lettres avec difficulté. La transition des lettres gothiques aux lettres romaines, hein, plus rondes, hein. Et là, j'imagine que ce texte est un peu plus facile à lire. Un peu. Donc, par exemple, C-E-S-T-E, 7, L-E-C-T, je pense que c'est lettre, L-E-T-T-R-E, hein, cette lettre, hein, c'est montrer à ma mort, A-M-A-M-O-R-T. Donc c'est un texte un peu plus facile à lire pour nous, hein. Les lettres romaines, that is where we get the term Times New Roman, for example. So any typeface that you use that says Roman, that's that. It's not Gothic. Donc déjà, la transformation de la langue écrite, on a le don de la perspective grâce à Michel-Ange, merci. La mise en valeur de la langue française dans les textes académiques, donc c'est la langue française qui remplace le latin. Et bien sûr, l'invention de l'imprimerie, c'est une véritable révolution intellectuelle, hein. Donc Gutenberg, hein, voilà, c'est la Renaissance. Donc, le roi François Ier ça va être un homme hyper important dans la Renaissance française. Donc, on place la Renaissance entre la fin du XVe siècle et le XVIIe siècle. On peut voir dans l'architecture les châteaux de la Loire comme des modèles architecturaux de la Renaissance. Et si vous voulez, un événement hyper important, c'était l'invitation du roi François Ier aux Italiens de venir en France, de peindre. Donc il a invité des peintres, par exemple Da Vinci, le Da Vinci, à venir en France, peindre en France pour... ouais. Et c'était une transition, donc la Renaissance était une transition vers des sujets religieux, bien sûr, mais aussi non religieux. Et ça, c'est très important. Donc on passe des sujets exclusivement religieux, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vers des sujets non religieux, la mythologie classique, les figures allégoriques. Donc encore une fois, des lettres romaines, je vous encourage, je trouve ça formidable de pouvoir lire un texte de 1623. Si ça vous intéresse, je vous encourage de passer un peu de temps à essayer de lire quelques mots ici. Et j'imagine que avec un peu de temps, vous allez pouvoir déchiffrer, vous allez pouvoir comprendre, si vous voulez, euh, pas mal, pas mal du contenu de ce texte. Bon. Avec la Renaissance, on a l'art baroque. C'est tard, hein, c'est tard dans la Renaissance. Donc voilà, on est déjà au XVIIe siècle ici. Mais l'art baroque est très important. C'est un mouvement de peinture française entre le XVIe et XVIIIe siècle. Et l'esthétique baroque, on voit des éléments de l'exagération du mouvement, on voit les effets dramatiques. C'est intense, si vous voulez. La tension, le contraste, la passion. Un baroque, ça veut dire une perle imparfaite. Donc on a la passion, on a beaucoup de mouvement aussi. On voit les tissus, on voit le mouvement des tissus et on voit le contraste. Et ça, j'aimerais en parler un peu plus, très vite.
Il y a Rubens, Bernini, ce sont des figures majeures. Et le baroque, l'art baroque est suivi par Rococo. On va voir Fragonard tout à l'heure. Mais j'aimerais vous montrer cette image ce tableau de Caravage, du Caravage, qui s'appelle Narcisse. Notez bien les ombres et la lumière. Ce tableau est magnifique, hein. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est le clair-obscur, ou si vous voulez, le chiaroscuro en italien. Donc on a beaucoup d'ombres très 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 foncées, donc c'est l'ombre presque noire et qui est juxtaposée, qui est mis en relief par la lumière très brillante, hein. Donc on a l'ombre très foncée et la lumière très claire. Et ça va être un phénomène pour créer le drame, pour créer la tension, la passion, pour évoquer la passion, si vous voulez. Euh, euh, et je vous, j'aimerais vous parler un peu de ça parce que ce sera un effet très important dans la discussion de l'impressionnisme. Si on dit impressionnisme, à chaque fois qu'on dit impressionnisme, on dit lumière. Donc le clair-obscur sera très important pour en parler. Allez, on passe au rococo. Donc là, c'est le tableau très célèbre de Fragonard, le balançoire. Et observez un peu ce tableau. Encore une fois, avec la lumière et l'ombre. Le regard est attiré vers la lumière, n'est-ce pas? Donc on a la lumière ici, on a la jolie demoiselle là sur le balançoire. Mais n'oubliez pas les ombres. Donc on a bien sûr un figure important ici, mais on a aussi les ombres. Donc n'oubliez pas les ombres. Et c'était un peu mystérieux parce que voilà, on a ce bonhomme caché, si vous voulez, un peu. Et voilà, c'était scandaleux à l'époque, car oui, c'était voilà, le soulier qui vole, euh, et ils ont un regard, voilà. Voilà. Je vous encourage de imaginer qu'est-ce qui pourrait être scandaleux dans ce tableau. Eh bien, il y a deux choses. C'est oui, il se regarde les yeux dans les yeux, mais aussi lui, ce petit coquin, il a une vue d'autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait voir? Bon, imaginez. Je ne vais pas vous le dire. Et encore une fois, n'oubliez pas, ne négligez pas les ombres, car on a ici les anges qui sont discrets et qui chuchotent, qui disent chut, hein, ici, car c'est pas seulement ces deux-ci, mais hop, il y a un petit monsieur aussi, hein, ici. C'était scandaleux, c'était parce qu'il y avait des suggestions, si vous voulez, dans ce tableau, suggestions érotiques. Et c'est pour ça que c'était scandaleux. Bon. Allez, le rococo, on a Marie-Antoinette, voilà, ok. Le détail, hein, l'exagération si vous voulez, c'était un peu un flex, quoi. Les tissus très fins, les fleurs, etc., les cheveux, le réalisme. Et on passe du rococo à l'art classique. L'art classique sera très important pour l'impressionnisme parce que c'est un peu contre l'art classique que les impressionnistes vont réaliser leurs œuvres. Donc l'art classique, c'est un mouvement de peinture française entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Et la figure majeure de l'art classique, c'est Nicolas Poussin. Voilà. Hein. Et notez bien cette esthétique, c'est la recherche de la perfection. C'est la représentation de la réalité parfaite, l'équilibre, balance, l'équilibre, hein, balance. Hein, des règles précises, hein, c'était vraiment des gens qui aimaient les règles. Et le triomphe de la raison, c'est-à-dire l'intelligence, sur le désordre, le chaos des passions. Hein, et ce sont des sujets historiques, donc l'Antiquité classique allégorique. Donc voilà, la danse de la musique du temps. Euh, bon, on n'a pas de chaos ici, hein. Il y a un peu d'ombre ici qui suggère peut-être quelque chose de néfaste, mais sinon c'est la lumière, tout est bien réglé, tout est bien équilibré. Hein.
Si vous connaissez un peu the rule of thirds, if you've taken an art class, art foundations, for example, we talk about the rule of thirds in photography, especially. This is the rule of thirds. Ok, à merveille. Équilibre, balance. There's lots of emphasis on balance, proportionality. Ouais, quasiment mathématique. Et ça, c'est très important parce que c'est contre cette perfection que les impressionnistes vont travailler. Voilà. On passe à l'art néoclassique avec Jacques-Louis David. C'est le sacre de l'empereur Napoléon et le couronnement de l'impératrice Joséphine. Donc ça, c'est Napoléon Bonaparte et ça, c'est Joséphine dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Bien, c'est un tableau historique. C'est Jacques-Louis David qui devait peindre cela pour, si vous voulez, éternaliser cet événement. Et c'est remarquable car normalement, c'est le pape, je crois que c'est ce bonhomme ici, normalement c'est le pape qui couronne le roi de France. Ok? Napoléon, ce n'est pas un roi, c'est l'empereur. Donc Napoléon, il dit non, c'est pas vous, c'est moi qui vais mettre la couronne. Et ça c'est bon, ça c'est assez radical, on va dire. Donc ouais, donc il met la couronne sur sa femme, son impératrice Joséphine, car il est empereur, il n'a pas besoin du pape pour faire ça. Bon, on passe maintenant à un tableau hyper important, mais qui a une figure nue. So here, there is nudity in this figure, and so I just want to give you a heads up. Mais c'est très important. I'm not showing it to you randomly. This is a huge painting that is extremely influential to folks who will follow. So bear with me, okay? Allez, donc ça c'est Dominique Ingres, la grande odalisque. Et ça c'est une femme nue, bien sûr, voilà. Et c'est l'orientalisme. Donc on voit les influences de la Turquie par ici. Voilà, les bijoux, même ça, son écharpe sur la tête, etc., etc. Ok, même la fumée. Donc c'est un peu l'exotisme du 19e siècle et la fascination avec le Moyen-Orient. Bon, si ça vous gêne, voilà, ok. Mais rappelez-vous de ce tableau, parce que ce tableau, il y aura des copies, si vous voulez, des gens qui imitent ce tableau par la suite pour passer des messages à eux. Et enfin, on termine par le romantisme. C'est le romantisme, c'est ce qui précède l'impressionnisme. Et ça, c'est Delacroix, la liberté guidant le peuple. Donc ça, c'est une figure allégorique. C'est une allégorie. Ce n'est pas une personne, c'est la liberté. Ça, c'est la liberté. So this is not a person, this is an allegory. This is liberty itself. As a person, it's an allegory. Et on a le bourgeois, la petite bourgeoisie, on a les pauvres qui luttent ensemble, qui mèrent ensemble, épaule à épaule, ensemble pour la liberté. Donc ça, c'est un tableau politique, si vous voulez, c'est un peu de la propagande, si vous préférez. So we could talk about propaganda with this painting if you wish. Car il y a du symbolisme. Donc le romantisme, si vous voulez, c'est le symbolisme exprès. C'est le symbolisme direct et voilà, qui n'est pas subtil. Et voilà, on termine chapitre 2. Allez.